Louise Catherine Brello. D'origine allemande, naturalisée suisse, orpheline de son père à 10 ans, élevée dans un couvent près du lac de Constance, Louise Brello est un peintre de figures célèbres en son temps, mais resté dans l'ombre depuis. Amie de Marie Bashkirtseff à l'Académie Julian, elle se fait remarquer au Salon de Paris dès 1879, ouvre par suite un atelier et reçoit de nombreuses commandes de la riche bourgeoisie parisienne. Ses portraits, tels celui de Madame Cartwright, en dit long de sa manière qui s'applique autant à brosser la figure de son modèle que celui de son intérieur. Il en résulte une forme de portrait, de contexte qui vise d'abord et avant tout à mettre en avant la réussite sociale de ses modèles. Marie Bracquemond. Elle participe aux expositions impressionnistes en 1879, 1880 et à la dernière exposition du groupe en 1886. Avec Marie Cassatt et Berthe Morisot, elle fait partie des 3 seules femmes qui ont exposé avec le groupe des impressionnistes. Élève d'Ingres, dont on retrouve l'influence dans le portrait qu'elle a fait de sa mère Aline Pasquiou en 1865, elle fait preuve d'une grande dextérité. Alors âgée de 25 ans, elle y traduit toute la souffrance de sa mère malade qui décédera 6 ans plus tard. Ce modèle de visage ingriste, d'une grande pâleur, exalté par un fond très sombre, exprime toute la douleur de cette femme et l'infinie tendresse de sa fille. Après avoir étudié les grands maîtres classiques au Louvre, où elle rencontre son futur époux, Félix Bracquemond, son œuvre va évoluer vers une facture plus libre, adoptant une palette plus claire et colorée, une touche impressionniste, comme dans Pierre en écolier, exécuté en 1881. Elle a peint de nombreux portraits et scènes d'intérieur, réalisé des décorations murales ainsi que des dessins pour la manufacture de céramique Haviland de Limoges. Elle a également développé, sous les conseils de son mari, une pratique de la gravure comme le souligne Gustave Geffroy. Theodore Earl Butler. La vie et l'œuvre de Theodore Butler sont étroitement liées à celle de Claude Monet. À l'instar de nombreux de ses semblables, cet Américain originaire de l'Ohio est venu s'installer à Giverny au tournant de la fin des années 1880. Il a réussi à pénétrer le cercle familial des Hochédé-Monet en épousant Suzanne Hochédé, puis, après le décès subit de celle-ci, sa sœur Marthe. Sa peinture au style impressionniste est pour l'essentiel composée de paysages, de portraits et de scènes d'intérieur intimistes, parfaitement caractéristiques de l'iconographie du mouvement. Il en a suivi le développement vers une écriture à la touche volontiers pointilliste et une palette au ton harmonieux. Gustave Colline. Doué dès son plus jeune âge pour la peinture, il suit l'enseignement de Constant Dutilleux, ami et émule de Corot. Peintre surtout de paysages, il va travailler dans les Pyrénées, y rencontre une fille du pays qu'il épouse et s'installe à Cibourg. S'il bénéficie de l'amitié de Corot et participe à la première exposition impressionniste en 1874, il rencontre beaucoup de difficultés à se faire connaître. Quand il s'adonne à leur représentation de la figure humaine, surtout féminine, Gustave Colline emploie une palette au ton clair qui acte l'influence de l'impressionnisme, comme l'atteste aussi le travail de la lumière dans une distribution subtile des tons et des valeurs. Frédéric Samuel Corday. Issu d'une famille nantie, Frédéric Corday, qui disposait d'une fortune personnelle, n'avait pas la nécessité de vendre sa peinture. Aussi, d'abord élève de Pils et de Boulanger, il prend vite ses distances avec l'Académie, rejoint les impressionnistes, avec qui il expose à 2 reprises en 1877 et 1881. Proche de Renoir, peintre de paysages surtout, il nous a toutefois laissé quelques portraits, tels ceux de Nina de Calias et de Léon Dierks, et des scènes d'intérieur dont l'intérêt est d'offrir à voir le cadre de vie de la nouvelle classe bourgeoise. Théoriquement, il aimait à considérer que les peintres étaient comme des gymnastes et qu'ils se devaient de se maintenir en forme pour aller au travail. Paul Gauguin. Peintre majeur de la fin du XIXe siècle, il sera le précurseur d'un art libéré de ses contingences naturalistes. Il peint le dimanche et fréquente l'académie de Filippo Colarossi.
Camille Pissarro l'invite à participer au groupe des impressionnistes avec qui il exposera en 1879, 1880, 1881, 1882 et 1886. Il travaillera quelque temps à Pontoise avec Armand Guillaumin et Paul Cézanne, dont l'exemple le poussera à se détacher de l'impressionnisme. En 1884, il rejoint Camille Pissarro à Rouen, où il réalise une quarantaine de tableaux, principalement des vues de la ville et de ses alentours. De 1886 à 1889, il séjourne plusieurs fois à Pont-Aven, où il rencontre Émile Bernard, avec qui il va expérimenter le synthétisme. Dans ce portrait de jeune paysan de 1888, Paul Gauguin, par l'utilisation des couleurs d'une grande intensité qui l'emporte sur le dessin, ouvre la voie au fauvisme. Brossée d'une touche nerveuse, laissant apparaître les coups de pinceau, l'œuvre exprime la rapidité d'exécution. Il accentue d'un cerne noir très marqué le dessin. Une ligne noire à gauche du tableau, au-dessus de l'épaule du garçon, peut-être un repentir, montre que l'artiste n'accorde que peu d'intérêt au fond, privilégiant l'expression du visage. La peinture est croquée sur le vif. Le fond est laissé inachevé comme pour souligner l'instantanéité de la scène. L'œil curieux, l'oreille presque au centre du tableau, grande ouverte, le personnage s'interroge sans doute sur les motivations de l'artiste. Gauguin utilise des tons froids sur les zones ombrées, autour des yeux, sur le côté du visage, et des couleurs vives pour exalter la lumière qui baigne la face du personnage. Chaque couleur est comme vibration dans la musique, écrira à la fin de sa vie Paul Gauguin dans son livre « Avant et après ». Armand Guillaumin. À la pratique du dessin, Armand Guillaumin consacre d'abord tout son temps avant d'entrer au début des années 1860 à l'Académie suisse où il entretient une amitié définitive avec Cézanne et Pissarro. Peintre de paysages ruraux et urbains, célébré par Zola, il participe à 6 des 8 expositions impressionnistes. Malgré cela, Armand Guillaumin avait du mal à vendre sa peinture et devait travailler pour gagner sa vie jusqu'à ce jour de 1892 où il a gagné le gros lot à la loterie nationale. Il se concentre alors sur son travail, confirmant ses talents tant de peintre que de dessinateur, comme l'attestent les œuvres ici présentées, témoins de ses relations d'amitié et d'influence esthétique. Ernest Laurent. Quoiqu'il ait été à l'école d'artistes post-impressionnistes et qu'il fit dans les années 1880 une expérience quasi mystique au cours d'un voyage en Italie, Ernest Laurent n'en est pas moins un parfait héritier de l'impressionnisme. Tout d'abord proche de Seurat, il s'en éloigne pour développer une œuvre faite surtout de portraits d'une grande sensibilité et dont les jeux doucereux de la lumière sont le prétexte. Ainsi, celui de cette jeune femme, dont la touche subtile et délicate permet au peintre de rendre son modèle vif et gracieux. Ernest Laurent est ainsi l'auteur de nombreux portraits qui associent la fragilité de la figure féminine au mystère de la vie intérieure dans un décor souvent de fleurs. Léon-Jules Lemaître. Le musée de Louviers ne possède pas d'œuvres d'artistes ayant participé aux expositions impressionnistes. Les œuvres picturales correspondant à cette période, vers les années 1880, sont issues principalement de la donation de Constant Roussel en 1904. Elles concernent surtout les peintres de l'école de Rouen, Léon Lemaître, Charles Fréchon, Joseph Delattre. Ces artistes sont très proches du milieu impressionniste dont ils côtoient les plus illustres représentants, notamment Monet et Pissarro, artistes familiers de Rouen. Comme chez leurs condisciples, le portrait ne représente pas la part la plus importante de leur production, s'intéressant davantage au paysage et à la lumière. Seul ce petit tableau de Léon-Jules Lemaître, un autoportrait de l'artiste dans son atelier, œuvre présentée au musée des Beaux-Arts de Rouen lors du premier festival Normandie impressionniste en 2010, peut entrer dans la thématique de l'exposition. Stanislas Lépine. Stanislas Lépine expose avec le groupe impressionniste en 1874. Élève de Corot, il est surtout connu pour l'intérêt qu'il porte au paysage. Il réalisera de nombreux tableaux de paysages urbains, de bords de Seine et de vues de Paris.
Il utilise une palette assez réduite, au ton délicat, utilisant la technique du glacis pour rendre une certaine transparence. L'épine est souvent considérée par son traitement de la lumière et le choix de ses sujets, à l'instar d'Eugène Boudin, Félix Kals et John Kind, comme un précurseur de l'impressionnisme. Maximilien Luce. Issu d'une modeste famille ouvrière, Maximilien Luce affectionne plus particulièrement la représentation de sujets humbles, sinon toutes sortes de scénettes montrant de petites gens au travail. Proche de Pissarro, puis de Signac, Seurat et Van Rysselberghe, il adhère aux néo-impressionnistes que revendiquent ces derniers, curieux des effets de prisme rendus par les couleurs. Il emploie notamment leur technique divisionniste à l'exécution de portraits et de scènes d'intérieur, comme ici, Madame Bouin à sa toilette, en usant d'une palette au ton harmonieux. Ce faisant, il les fait d'autant plus vibrer dans la lumière et les rend dès lors plus naturels. Édouard Manet. Si Manet n'est pas à proprement parler un impressionniste, d'une part parce qu'il ne fait pas partie de ce groupe qui s'est constitué en avril 1874 et n'a participé à aucune de ses expositions, il est néanmoins un formidable précurseur par ses prises de position anticonformistes et une touche picturale qui se distingue de l'académisme en vogue sous le Second Empire. Il représentera pour les jeunes générations, tout comme Courbet, un courant innovant voulant rompre avec les idéaux désuets véhiculés par les salons, notamment en introduisant le réalisme qui suscita tant de remous à l'époque. Bien qu'il n'ait pas voulu participer aux expositions impressionnistes, il les a toujours soutenues et défendues. Manet se voulait volontiers provocateur, en traitant des sujets de façon non conventionnelle, comme en 1863, Le déjeuner sur l'herbe, qu'il présente au Salon des Refusés, œuvre défendue par Émile Zola, ou Olympia, dont il dira pour la critique « Je rends aussi simplement que possible les choses que je vois. Je les ai vues. J'ai fait ce que j'ai vu. » Les scandales provoqués par l'audace de ses œuvres lui ont valu autant de haine que d'admiration, et son obstination à participer au salon lui a permis d'obtenir en 1881 le statut d'artiste hors concours, et ainsi de se passer de l'avis du jury pour présenter les tableaux de son choix. Avec ce tableau magistral présenté ici, L'automne, portrait de Méry-Laurent, Manet ne transige pas avec sa posture moderniste et audacieuse. Le sujet est traité de façon originale, de profil, sur un fond japonisant, une tenture fleurie d'un bleu intense provenant d'une robe prêtée par Antonin Proust. Manet joue avec le fort contraste entre la précieuse pelisse portée par le modèle et le fond, mettant ainsi le visage en lumière. Ce tableau, peint en 1882, devait faire partie d'un ensemble d'allégories traitant des 4 saisons commandées par Antonin Proust, journaliste et critique, alors ministre des Beaux-Arts. Pour cette commande, Manet avait choisi de figurer des portraits de femmes. Il n'en réalisera malheureusement que 2, le printemps et l'automne, décédant l'année suivante. Si cette toile n'est pas signée ni datée, son origine est établie de façon incontestable puisque léguée par Méry-Laurent elle-même en 1905 à la ville de Nancy dont elle était originaire. Méry-Laurent, égérie et modèle de Manet que l'on retrouve dans plusieurs de ses œuvres, muse de Stéphane Mallarmé qui lui dédiera plusieurs poèmes, tenait un salon où elle recevait nombre d'artistes. Elle inspira Marcel Proust, qui s'est imprégné de ses traits de caractère et du décor de sa maison pour décrire l'intérieur de l'appartement des Swann, et c'est Méry qui lui servira pour le personnage d'Odette. Henri Rouart. Présent dès la première exposition impressionniste de 1874, Henri Rouart a régulièrement participé à toutes les autres, sauf en 1882. Et pourtant, ce peintre de qualité et collectionneur n'en était pas moins un ingénieur et un industriel, ancien élève de l'école polytechnique et fameux inventeur du mode d'envoi de courrier par pneumatique. Si sa préférence le porte plutôt vers le paysage, il nous a laissé aussi quelques portraits ou scènes d'intérieur qui présentent les mêmes qualités de traitement de la lumière. Cette jeune musicienne en est une heureuse illustration, et le soin que prend l'artiste à jouer des effets de contrepoint du clair-obscur excède le rendu chatoyant des tissus et des fleurs.
Si le thème retenu n'est pas si fréquent chez les impressionnistes, le moment d'intimité dans lequel Henri Roire s'en saisit est en parfaite phase avec les canons du nouveau mouvement. Quelque chose d'un temps suspendu est à l'œuvre dans cette peinture qui fait basculer un geste plutôt banal dans une dimension universelle. Étienne Tournès. S'il reste un artiste très mal connu dans cette qualité que l'on dit souvent de petit maître, Étienne Tournès a fait une œuvre qui mérite d'être revisitée. Formé à l'École des Beaux-Arts de Paris, à l'atelier d'Alexandre Cabanel, l'artiste a su se tenir à l'écart des travers académiques de son professeur. Peintre de portraits, il a multiplié les figures de nus féminins et les scènes d'intimité de femmes à leur toilette. Il se distingue des artistes impressionnistes qui ont traité le même thème en utilisant une palette aux tons sombres, de beige et de brun surtout, dans des espaces volontiers clos. Douceur et délicatesse sont chez lui le fruit d'une grande science de la lumière. Claude Monet. S'il est passé à l'histoire comme le peintre par excellence du paysage, Claude Monet n'en a pas moins brossé tout au long de sa vie une centaine de portraits. Aux caricatures de son adolescence a fait suite toute une série de grandes figures qui ont fait le succès de ses débuts, telle La femme à la robe verte de 1866. Puis, l'artiste s'est saisi plus directement de modèles de son entourage. Le portrait au pastel qu'il croque ici de Germaine Hochédé vers 1878, la fille cadette d'Alice Hochédé, est plein de délicatesse tendre et affectueuse. Rapidement exécuté, il en sort quelque chose d'une vitalité fraîche et directe, qui vient en contrepoint de la peinture juste postérieure qu'il nous laissera de sa femme Camille, sur son lit de mort, 1879, d'une poignante émotion. Claude-Émile Schöffernacker, dit Émile Schöffernacker. Au début des années 1870, quand apparaît l'impressionnisme, Émile Schöffernacker n'est encore qu'un simple amateur praticien. Tout en travaillant chez un de ses oncles qui tient commerce aux Halles, il étudie au Louvre avec son ami Gauguin les tableaux des grands maîtres. Décidé à embrasser la carrière d'artiste peintre en 1882, Schöffernacker, qui introduit Émile Bernard auprès de ce dernier, se trouve donc à l'origine de l'école de Pont-Aven sans y avoir jamais participé. Si son art révèle parfois du symbolisme, il est fortement influencé par la manière impressionniste et cette façon de capter de ses modèles le tremblement du vivant pour acter leur présence. Camille Claudel. Son père, conscient très tôt de la passion de Camille pour la sculpture, fera déménager sa famille, alors installée en province, à Paris, pour qu'elle puisse prendre des cours. L'école des beaux-arts étant interdite aux femmes jusqu'en 1897, elle suit les cours du sculpteur Alfred Boucher à l'Académie de la Grande Chaumière. C'est en 1882, dans cet atelier, qu'elle va faire la connaissance de Rodin, venu remplacer quelque temps son confrère. Elle rejoint l'atelier de Rodin en 1884 en tant que praticienne pour exécuter différents détails des sculptures de Rodin, comme les mains et les pieds des figures destinées aux sculptures monumentales, en particulier la Porte de l'Enfer ou encore les bourgeois de Calais. Il s'agit pour Claudel d'une période de formation sous la direction de Rodin. Elle est à la fois son modèle et sa collaboratrice. Ils vivront ensemble une passion amoureuse que Rodin interrompra, laissant Camille sombrer dans une grande solitude et finira internée à la demande de sa famille les 30 dernières années de sa vie. De 1882 à 1890, Camille Claudel expose régulièrement au Salon des artistes français, essentiellement des bustes et portraits de son entourage dans une veine naturaliste. C'est dans cette période qu'elle va réaliser le buste de Rodin. L'homme a alors plus de 46 ans, les traits fortement marqués par un modelage incisif et nerveux. Une grande énergie émane de cette œuvre qui laisse apparaître la puissance du sculpteur, maître et amant. La complicité qui existe entre les deux artistes rend parfois difficile la distinction entre leurs œuvres. Exposé pour la première fois au Salon de la Société nationale des beaux-arts en 1892, le buste de Rodin est immédiatement remarqué, suscitant l'admiration de la critique pour qui Camille Claudel réussit à traduire le visage profond, calme du génie
comme le soulignait encore en 1900 Edmond Pilon dans l'Iris. Nadar. Gaspard Félix Tournachon, dit Nadar, photographe renommé, a réalisé le portrait de nombreuses personnalités du monde artistique, littéraire, musical et politique, notamment, pour ne citer que Sarah Bernard, Georges Sand, Édouard Manet, Claude Monet, Gustave Courbet, Eugène Isabey, Camille Corot, Eugène Delacroix, François Millet, Gustave Doré. Il en fera des portraits relativement solennels, d'une grande finesse et netteté, avec une gamme étendue de valeurs et un travail très soigné de l'éclairage pour qu'il obtienne ce qu'il appelle la ressemblance intime. Ces clichés sont en grande partie des plans rapprochés autour du buste qui permet de mettre en avant le visage et l'intensité du regard, avec en arrière-plan un fond légèrement nuancé et pratiquement jamais d'éléments de décor. Son fils, Paul, poursuivra l'œuvre de son père en s'intéressant, lui, plus particulièrement au monde du spectacle. Nadar est également connu pour ses caricatures, ses écrits et sa passion d'aéronaute qui lui permettra de faire les premières photos aériennes. Pierre-Auguste Renoir. Au portrait, Pierre-Auguste Renoir a consacré toute sa vie une attention particulière. Qu'il représente ses modèles seuls ou en groupe, qu'il les peigne, les dessine, les grave ou les sculpte, l'artiste s'est intéressé à toutes les générations et les a saisis dans toutes les situations, quelles que soient leurs conditions sociales. Aussi, l'impressionnante galerie de portraits que Renoir nous a laissée constitue-t-elle comme une anthologie de la société de son temps. Par-delà cette appréhension sociologique, son art en ce domaine témoigne d'une vision sensible et émue du réel. Ainsi le montre si bien tant ce délicat dessin de Simone Salleroux, dite Sissi, de 1906, que ce remarquable autoportrait au chapeau blanc de 1910.